La COP27 vient de s'achever à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Tous les jets privés de dirigeants et de chefs d'entreprise venus faire du greenwashing sont partis, les pancartes de sponsorship Coca-Cola sont toujours accrochées et les négociateurs au bord du burn-out sont lancés pour une nuit d'au moins 48 heures. Dans cette ambiance de fin de soirée et d'aspirine, un accord a été signé par 197 pays, ce qui est en soi une grande avancée au vu des positions de certains de ces pays. Marque-t-il un tournant dans la lutte contre le dérèglement climatique? Y a-t-il au moins des points sur lesquels il y a eu des avancées? Bienvenue dans ce deuxième épisode spécial pour la COP27 de La Plume Verte. Si tu ne connais pas la chaîne, je vulgarise chaque semaine l'actualité autour de l'environnement et de l'écologie. Donc n'hésite pas à t'abonner si cela t'intéresse. La semaine dernière, nous nous étions quittés sur une première semaine peu encourageante, avec cependant quelques propositions intéressantes. Comme la volonté du continent africain de parler en priorité de la question de la perte et des préjudices, ou d'une proposition par le Vanuatu d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Alors voyons voir où en sont ces propositions, avec, comme je suis matrixé par mes années de prépa littéraire, un plan de la vidéo en 3 parties. D'abord, comme je cherche en priorité les points d'espoir, on va voir sur quel sujet il y a eu de petites ou grandes avancées. Ensuite, on se penchera sur les secteurs où il y a une stagnation des discussions qui résonne comme une défaite. Et enfin, on se posera la question, et après cette COP, qu'est-ce qu'il se passe? Quelles sont les prochaines grandes échéances nationales à surveiller de près pour la lutte en faveur de l'environnement? Voilà, avant de commencer à détailler tout ça, je voudrais également pousser un petit coup de gueule. La COP27, un des événements les plus importants de l'année puisque c'est quand même un sommet où se décide le futur de l'humanité, n'a constitué qu'1,4% du volume médiatique audiovisuel en France, encore moins que les 1,8% de la COP26. Et à l'étranger, c'est pas mieux. On commence à être habitué que les médias généralistes s'en foutent de tout ce qui tourne autour de l'environnement. Par exemple, pendant la présidentielle, seuls 2,7% des sujets traitaient de ce thème. Mais bon, à un moment, le corps médiatique doit se réveiller. Même moi, qui parcours tous les médias français à la recherche d'informations pour vous vulgariser cette COP, franchement, c'est compliqué de trouver autre chose que le résumé des conclusions finales de la COP. En fait, très peu d'informations sur les étapes de parlementation. Quel pays a fait pression sur quel sujet, etc. Il y a pourtant un vrai sujet à révéler ces informations, car sinon, comment faire pression sur nos dirigeants si on ne sait pas quelle position ils défendent lors de ce genre de sommet? Enfin bref, parenthèse terminée, c'est parti pour la deuxième semaine et la conclusion de cette COP. Je trouve ça important de mettre en valeur les points d'avancée dans ce genre d'événement, même s'ils ne représentent qu'une petite avancée par rapport à de grandes stagnations, comme c'est le cas ici. Bon, si on parle de points d'avancée sur cette COP, il faut avant tout parler de la question des pertes et dommages. Pour rappel, la question des pertes et dommages vient du fait que ce sont les pays qui ont historiquement le moins émis de gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui les plus concernés par le dérèglement climatique. C'est notamment le cas pour les pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Et donc les pays riches ont une dette climatique envers ces pays. Selon un rapport commandé par la présidence de la COP27, il faudrait 2000 milliards de dollars par an pour financer l'action climatique des pays du Sud, c'est-à-dire pour s'adapter au dérèglement climatique, en supporter les effets et éviter d'y contribuer. Donc où on trouve ces financements? Car les 100 milliards par an promis par les États du Nord et qui ne sont même pas respectés, ça suffit pas. Et il faut dire que certains pays, notamment les États-Unis, ne voulaient absolument pas aborder le sujet. En même temps, ils sont responsables à eux seuls de 25% des émissions historiques mondiales. Donc je vous laisse imaginer combien ils devraient débourser. Mais les pays africains ne voulaient pas laisser traîner ce sujet plus longtemps. D'autant plus que la COP était cette année en Afrique, il y avait donc un poids symbolique important. Ils ont donc déclaré qu'ils ne repartiraient pas de Sharm el-Sheikh sans un accord. Voilà pourquoi l'événement a duré 24 heures de plus. Appuyé par l'UE, l'idée d'un fonds international pour la question des pertes et dommages a finalement émergé dans le dernier jour de négociation et a été adopté dans l'accord final de la COP27. Mais attention, le texte ne précise pas les contours de ce fonds et de ses financements. Concrètement, un comité composé de 14 pays du Sud et de 10 pays du Nord sera chargé de le rendre opérationnel dès la COP28 l'année prochaine. Mais plein de questions comme quel montant, qui va en bénéficier, est-ce que ce sera sous forme de prêt ou de don, ce qui n'a rien à voir, doivent encore être posées. Voilà pour cette question des pertes et dommages qui est la principale avancée de cette COP. Mais je vous jure, il y a d'autres petites victoires.
à commencer par l'apparition de nouveaux mots et concepts essentiels dans le texte final de l'accord, des mots qui jusqu'alors étaient occultés dans les autres COP. D'abord, le mot biodiversité, dont l'effondrement toujours plus inquiétant est étroitement lié à la question du climat. Ensuite, le droit à un environnement propre, sain et durable est pour la première fois reconnu. Et alors ça, c'est important au niveau juridique, car maintenant, si une entreprise ou un acteur d'un des 197 pays signataires de l'accord menace votre droit à un environnement propre, sain et durable, alors vous pouvez faire valoir en justice ce droit. Ça a vraiment un potentiel incroyable pour la préservation de l'environnement, j'espère que cela sera correctement exploité. Et enfin, première mention du concept essentiel de point de bascule. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est juste le moment où on ne peut plus revenir en arrière dans la déstructuration d'un équilibre / écosystème. Et c'est notamment très important par rapport à un autre concept, les limites planétaires. Je vous renvoie vers cet article de Bon Pote pour tout comprendre. Voilà pour les premières fois de ces mots lors d'un texte final de COP. Alors certes, ça va pas tout changer, mais bon, c'est bon à prendre. Toujours dans la catégorie point positif, un accord de 20 milliards de dollars a été conclu pour aider l'Indonésie à abandonner le charbon qui constitue 62% de son mix énergétique. Alors vous devez vous dire, ouais, pas très important, c'est pas un pays important l'Indonésie. Bah écoutez, c'est le 4e pays le plus peuplé du monde, 276 millions d'habitants, plus de 4 fois la France. Autre annonce sur le méthane, l'ONU a présenté Mars, Methane Alert and Response System, un programme satellite qui permettra d'identifier les grosses fuites de gaz sur la planète pour prévenir les États et les entreprises pour qu'ils agissent rapidement. Et l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Norvège, le Royaume-Uni et Singapour ont aussi présenté une déclaration commune pour minimiser le torchage, une pratique qui consiste à laisser échapper du gaz dans l'atmosphère sur les sites industriels en le brûlant. Mais bon, les ONG ont souligné que ce n'était pas suffisant, puisque pas du tout restrictif. Et enfin, l'Union européenne a annoncé une très légère élévation de ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Concrètement, l'UE prévoyait une baisse de 55% d'ici 2030, avec le plan Fit for 55. Maintenant, ce sera 57%. Alors oui, c'est très léger comme augmentation, et des associations comme Réseau Action Climat jugent que c'est encore loin des 65% qui permettraient de respecter l'accord de Paris. À noter que l'Union européenne a été pendant cette COP une voix crédible en faveur de mesures ambitieuses, à l'exception du sujet de l'agriculture dont on va parler dans la deuxième partie. Notamment à travers la voix de Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, qui s'est opposé à une première version du texte final que proposait l'Égypte, l'organisateur, qui lui en fait il voulait avant tout qu'un accord soit signé pour que le sommet ne soit pas catégorisé dans la case des échecs de COP. C'est grâce notamment à ce refus que la COP a duré plus longtemps et que les minces avancées dont j'ai parlé plus haut ont pu être faites. Bon, on a vu les quelques avancées de cette COP, place maintenant à la partie moins rigolote. En fait, si vous devez retenir quelque chose de cette COP, c'est que c'est un échec, car sur la majorité des sujets, on a juste connu une stagnation. À commencer par la question de l'atténuation. C'est le point le plus important, car l'atténuation, ça parle concrètement d'atténuer notre empreinte carbone en émettant moins de gaz à effet de serre. Et là, bon, catastrophe. Alors au moins, l'accord conserve l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré de Paris. Mais bon, on ne sait toujours pas comment limiter à 1,5 degré Celsius. Dites-vous qu'il n'est toujours pas écrit dans l'accord qu'il faut sortir progressivement des énergies fossiles et que les mots pétrole et gaz n'apparaissent pas du tout une seule fois dans l'accord. Et pour le traité de non-prolifération des combustibles fossiles présenté par le Vanuatu, on n'en a tout simplement plus entendu parler. On peut dire merci à des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran ou la Russie, qui s'y sont fermement opposés. Et je rappelle qu'il y avait dans les tables de discussion 636 lobbyistes de l'industrie fossile, plus que n'importe quelle délégation nationale. La militante Camille Etienne le résume mieux que personne. Bravo aux 600 lobbyistes de cette industrie présents, vous travaillez visiblement mieux que nous. Bon, autre sujet, même résultat, l'adaptation. L'adaptation, c'est comment on adapte nos sociétés aux effets du dérèglement climatique. Et là, c'est le vide.
C'est vraiment un point crucial, mais de ce que j'ai lu, très peu de discussions et surtout de résolutions ont porté dessus. Et enfin, je voudrais parler de la question de l'agriculture. C'est un sujet crucial puisque ça concerne un tiers des émissions de gaz à effet de serre, 40% de la population mondiale et surtout la stabilité de nos sociétés. Et bien malheureusement, comme le relate cet article du Monde, les solutions technologiques du secteur privé ont éclipsé toute discussion sur une promotion d'autres types d'agriculture que celle industrielle. Alors que le dernier rapport du GIEC insiste sur le fait que les innovations technologiques dans ce secteur ne suffiront pas à accorder l'agriculture intensive aux objectifs climatiques et aux besoins des populations. Par exemple, une annonce commune des US et des Émirats arabes unis, le plan Aim for Climate, prévoit 8 milliards d'investissements pour le développement d'additifs pour l'alimentation des vaches qui permettraient qu'elles produisent moins de méthane. Mais en aucun cas, on envisage une réduction du cheptel bovin. Voilà, c'est tout pour cette partie des points de stagnation. Je pourrais en parler plus longtemps, mais bon, j'en vois pas trop l'intérêt. En gros, le reste est exactement comme les conclusions de la COP26. Et c'est vraiment une énorme défaite. Même si cette COP marque une défaite dans la défense de l'environnement, la guerre n'est pas terminée. Loin de là. Beaucoup de sommets internationaux à venir peuvent être porteurs d'espoir, on va détailler lesquels. Déjà, on a la COP15 sur la biodiversité le mois prochain, en décembre au Canada. Bien sûr, c'est beaucoup moins médiatisé que les COP sur le climat, mais c'est vraiment un moment super important, car on est en train de se rendre compte que l'érosion de la biodiversité est un problème sûrement plus grand encore que le dérèglement climatique. Bien sûr, j'en parlerai dans mes vidéos, donc abonne-toi pour ne rien rater. Ensuite vient un sommet en France, tiens. Emmanuel Macron a profité de cette COP27 pour annoncer un sommet à Paris dans le courant de l'année avant la prochaine COP, pour établir selon lui un nouveau pacte financier. Et enfin vient bien sûr la prochaine COP, la COP28 à Dubaï aux Émirats arabes unis. Alors c'est sûr, c'est pas organisé dans un pays très climate friendly, mais bon, qui sait, peut-être qu'on aura des surprises. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère toujours qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Comme d'hab, même si cette COP est décevante, raccrochons-nous au fait qu'il y a du positif et c'est déjà ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez un pouce bleu et donnez votre avis en commentaire, ça fait toujours super plaisir. À bientôt, salut!